Justine Ménard vit seule dans un logement triste et lépreux, au 3e étage d'un pavillon dans une banlieue poussiéreuse. La voisine du dessous est scandalisée parce que Justine a un fils, et que ce fils, qui vient la voir à bord d'une confortable voiture, la laisse seule dans ce 2 pièces minable. Et aujourd'hui, la voisine constate que Justine ne peut plus se lever de son lit. « Madame Ménard, qu'est-ce qui vous arrive ce matin ? » ?»« Oh, j'ai plus de force dans les jambes. C'est rien, ça va passer. Hein. C'est le changement de temps, on dirait des crampes. »« Mais je vais appeler le docteur. C'est bien le docteur Vineuil, celui qui habite juste en face. »« Non, le dérangez pas. Ça va encore faire des frais, des médicaments qui me feront rien. Non, ça ira mieux demain. »« Oh, n'empêche, vous m'inquiétez. C'est la première fois que ça vous arrive ? » Non, vous inquiétez pas, Madame Fèvre. Bon, j'ai fait du pot-au-feu. Je vais vous en monter avec du bouillon. Une nuit de sommeil, et vous serez bien mieux. Ce que je vais vous demander, Madame Fèvre, c'est de passer chez le boucher pour lui prendre un peu de viande pour Galopin. Il sait ce que je prends d'habitude. Ah, c'est vrai, il y a Galopin. Ah, pauvre bête. Mais qu'est-ce qui va devenir si vous ne pouvez plus vous lever ? Qu'est-ce que je fais avec sa viande ? Je lui donne crue ou je la passe un peu à la poêle ? Un peu cuite avec du riz. Tenez, il y a un paquet sur l'étagère. Galopin, un gros corneau au long poil hirsute, couché au pied du lit, a entendu son nom. Il remit la queue de confiance en regardant alternativement sa maîtresse et Madame Fèvre, la voisine. Son regard déjà fatigué est plein de tendresse et de confiance. « Et votre fils, Madame Ménard, vous allez le prévenir ? » ?»« Ah non, absolument pas. Gilles a ses propres problèmes, sa femme, ses enfants, je ne tiens pas à ce qu'on le dérange. Je vais me rétablir. » Et Madame Fèvre, la voisine du dessous, repart en hochant la tête. Elle sait ce qu'elle doit faire. Au début de la semaine suivante, en effet, un visage nouveau fait son apparition dans le jardinet un peu abandonné qui entoure le pavillon. « Madame Ménard, s'il vous plaît, c'est bien ici ? » ?»« Oui. Mais moi, je suis sa voisine, Madame Fèvre. Madame Ménard, c'est au second étage. C'est à quel sujet ? » ?»« Je suis l'assistante sociale. C'est vous, je crois, qui avez prévenu le bureau à la mairie. » »« Oui, c'est exact. Dans l'état où elle est, je sais plus comment faire. Mes visites quotidiennes et le petit ménage que je fais chez elle, ça ne suffit plus. Elle a un fils qui a une très bonne situation. Il faut qu'il la prenne chez lui. Alors c'est pour ça que je vous ai demandé de venir la voir. Je vais vous accompagner. C'est moi qui ai les clés. D'ailleurs, il est l'heure de sortir Galopin. » »« Galopin ? » ?»« Oui, c'est son chien, un gros corneau, sa seule compagnie. » D'une démarche ankylosée, Madame Fèvre grimpe les escaliers, suivie par l'assistante sociale qui examine avec un dégoût un peu blasé les taches d'humidité sur les murs de l'escalier. « Coucou, Madame Ménard, c'est moi, Madame Fèvre. Voilà une visite pour vous. » Justine Ménard, assise dans un vieux fauteuil Voltaire, les jambes recouvertes d'un plaid écossais un peu délavé, regarde par la fenêtre, sans voir le paysage. Elle considère avec étonnement l'inconnu qui suit la voisine. « Oui, c'est pourquoi ? » ?»« Je suis mademoiselle Arbessier du service social. Quelqu'un nous a suggéré de vous rendre une petite visite pour savoir si tout va pour le mieux. Forcément, les personnes de votre âge ont parfois besoin d'un petit coup de main. C'est peut-être une démarche à effectuer, un droit à faire valoir. Vous pourriez peut-être bénéficier d'une aide de la mairie, être invité à l'arbre de Noël. » »« Oh, l'arbre de Noël. C'est encore loin de toute façon. Et puis de toute manière, je ne peux pratiquement plus bouger d'ici. J'ai les jambes comme mortes. À peine la force de me tirer de mon lit et de faire le nécessaire, un brin de toilette. Je ne suis bien que dans mon fauteuil ou dans mon lit. Je veux mourir chez moi. » »« Eh bien, nous allons parler d'un peu tout ça, dit mademoiselle Arbessier en sortant son bloc-notes. « Merci, Madame Fèvre. Je pense que nous n'allons pas vous demander de rester. Je passerai vous dire 2 mots tout à l'heure. » Madame Fèvre, vexée d'être obligée de quitter les lieux, pince un peu les lèvres. « Oui, comme vous voulez. Tu viens, Galopin ?» Le vieux corneau, en voyant qu'elle décroche la laisse pendue au porte-manteau, se met debout en frétillant, autant qu'il le peut encore à son âge. Justine intervient. « Merci, Madame Fèvre. En passant devant le boucher, n'oubliez pas sa viande. » Dès que la voisine a à regret franchi le seuil et refermé la porte, mademoiselle Arbessier entreprend de poser à Justine Ménard les questions indiscrètes concernant ses revenus et sa situation de famille. Vous avez effectivement de quoi vivre, modestement, je l'admets, mais le plus inquiétant, c'est votre état physique qui semble se dégrader. Qu'en pense votre médecin traitant ? Peut rien faire pour moi. D'ailleurs, ces médicaments, ils sont encore dans le paquet de la pharmacie. Ça me détraque l'estomac et ça me donne des vertiges. Écoutez, Madame Ménard, faut voir les choses en face. Si vous devenez incapable de vivre seul, il faudra envisager une hospitalisation dans un service spécialisé. Ah, jamais de la vie! Justine Ménard fait un mouvement pour se lever de son fauteuil, mais elle retombe lourdement. «
Jamais de la vie. Je ne veux pas bouger d'ici. Vous entendez, j'ai toujours vécu ici. J'y ai fermé les yeux de mon mari. J'y ai élevé mon fils. Ben justement, vous avez un fils. Il faut que je prenne contact avec lui. C'est inutile. Je ne veux pas non plus aller chez lui. Ma belle-fille me déteste. Vraiment? C'est ennuyeux. Quelle est l'adresse de votre fils? Oh, ne m'embêtez plus avec ça. Je ne vous la donnerai pas. Soyez raisonnable. De toute manière, si je fais une enquête, je finirai bien par la découvrir. La police est faite pour ça. Il vaut mieux que vous me la donniez. Justine Ménard ferme les yeux. Elle tend la main vers le porte-manteau qui orne la porte d'entrée. Dans la poche de mon manteau. Mademoiselle Arbessier retire du manteau une enveloppe bleue. Au dos, l'adresse de l'expéditeur Gilles Ménard, 125 avenue de la Liberté à Vincennes. L'enveloppe respire l'aisance bourgeoise. D'après ce que je vois, il n'est pas dans la misère. Laissez mon fils en dehors de ça. Comme on s'en doute, l'assistante sociale n'en fait rien. Quelques jours plus tard, elle se présente à l'entrée du 125 avenue de la Liberté, immeuble cossu bourgeois construit aux alentours de 1900, petit jardinet soigneusement entretenu. Un concierge apparaît, qui aimablement précise « Monsieur Ménard, deuxième étage droite en sortant de l'ascenseur. » Quand elle sonne à la porte du fils Ménard, c'est la fille de la maison qui vient ouvrir. « Je suis mademoiselle Arbessier, assistante sociale. J'ai rendez-vous avec ton papa. »« Papa, c'est la dame qui vient pour grand-mère. » La maîtresse de maison apparaît, élégante, souriante. « Ah, vous venez pour ma belle-mère. Comment va-t-elle » Quelle histoire tout de même. Les parents négligés par leurs enfants ne me semblent pas une histoire particulièrement passionnante, mais en tout cas, elle est assez banale. La maîtresse de maison fronce les sourcils d'un air d'incompréhension et fait entrer la visiteuse dans le salon. Gilles Ménard, le fils de Justine, est là, il se lève, il est lui aussi vêtu avec élégance. D'ailleurs, tout l'appartement est cossu, sinon luxueux. « Monsieur, je vous ai demandé de me recevoir à la suite de la visite que j'ai faite à votre mère. C'est une voisine qui m'a alerté. Et je ne comprends pas, en voyant votre train de vie, comment vous pouvez vous désintéresser à tel point de votre maman. Vous avez des devoirs, ne l'oubliez pas. » « Moi? Mais comment ça? Mais ça fait des années que je lui demande de venir s'installer ici chez nous. Elle ne veut rien entendre. Tenez, suivez-moi, vous allez voir. » Mademoiselle Arbessier suit Gilles Ménard au bout du couloir, soigneusement astiqué. « Tenez, regardez, sa chambre est prête depuis des années. Impossible de la décider. » Et effectivement, la chambre tendue d'un joli papier à fleurs, meublée avec goût d'un grand lit à la courte pointe brodée, contient un petit secrétaire ancien, une grande armoire rustique, le cadre parfait pour une grand-mère. « Mamie va venir avec nous ?» C'est Jean-Michel, le garçon de la famille, qui arrive tout joyeux au retour de l'école. « Ah, peut-être. On va essayer de la persuader encore une fois. Écoutez, tout ça semble mystérieux. Je crois qu'il faut que nous rendions ensemble visite à votre mère. Mais son état de santé va peut-être poser un problème. Si elle est d'accord pour venir chez nous, j'arrangerai tout au mieux. J'ai les moyens. » Bon, alors demain, vers 18h, ça vous convient? Parfait. J'espère que nous parviendrons enfin à la décider. Mais j'en doute un peu, hein. Elle a une vraie tête de mule. Le lendemain soir, Gilles Ménard rejoint Mademoiselle Arbessier au seuil du pavillon où demeure sa mère. Les voilà tous les deux dans l'escalier. Madame Fèvre s'excuse. « Aujourd'hui, j'ai pas pu aller la voir, votre mère. Il a fallu que j'aille rendre visite à ma sœur qui est hospitalisée. Ce pauvre galopin doit être impatient de sortir. Je vous accompagne. » Mais quand le trio pénètre dans l'humble 2 pièces, surprise. Justine Ménard semble avoir disparu. Aucune trace d'elle. Pas plus d'ailleurs que de galopin. Aussitôt, on examine le jardinet qui entoure le pavillon. Malgré la nuit tombée, il est bien évident que Justine n'est nulle part. Le voisin du dessous ne l'a pas vue lui non plus. Vous êtes certain? Elle n'a pas appelé à l'aide. La police n'est pas venue, ou une ambulance, ou quelqu'un d'autre. Quand je vous dis que je n'ai rien vu et rien entendu. D'ailleurs, je ne suis pas chargé de surveiller votre mère. C'est incroyable. Comment a-t-elle pu s'en aller? Commente Madame Fèvre. Quand je l'ai vue ce matin, elle était couchée dans son lit, incapable de bouger. Galopin allongé à côté d'elle. Gilles remarque. Si elle a trouvé la force de se lever et de s'en aller, c'est que son état n'est pas aussi grave. C'est une bonne chose. Et d'autre part, si elle est partie, elle n'a pas pu aller bien loin. Vous avez raison, monsieur Ménard. Nous ferions mieux d'examiner les alentours. Était-elle au courant de notre visite, Madame Fèvre? Ben oui, j'ai pas pu résister, et ce matin, je lui ai dit que vous viendriez tous les deux. J'ai pensé que ça lui remonterait le moral de savoir qu'on s'occupait d'elle.
Eh bien, apparemment, ça n'a pas eu l'effet escompté. La pluie, comme par malchance, s'est mise à tomber. Mais Gilles Ménard et Mlle Arbessier n'hésitent pas. Il faut essayer de retrouver Justine Ménard. On est au seuil de l'hiver. Non loin du pavillon, des terrains vagues, la ligne de chemin de fer, des fossés, des détritus, des trous perfides dans le terrain, surtout de nuit, des barbelés, autant de pièges. Gilles et l'assistante sociale se feraient un chemin difficile à travers les gravats et les broussailles. Des rats leur filent entre les pieds. Et si on allait voir par là? On dirait qu'il y a une sorte de cabanon. Oui. Faut vérifier si elle n'est pas cachée à l'intérieur, sinon il faudra demander l'aide des gendarmes. Mais enfin, où a-t-elle bien pu passer? Vous êtes certaine qu'elle était incapable de bouger? C'est ce que j'ai cru constater, et c'est ce que m'a confirmé Mme Fèvre. La porte du cabanon, heureusement, n'est pas fermée à clé. Elle grince sinistrement. À l'intérieur, assise sur un vieux matelas rongé par les souris, grelottante et serrant Galopin contre sa poitrine, Justine Ménard apparaît, seule, immobile dans le noir. « Madame Ménard? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais enfin, maman, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi tranquille. Je veux pas qu'on m'oblige à quitter le pavillon. C'est là que je veux mourir tranquille, chez moi. Mais qu'est-ce qui vous parle de mourir? Votre fils Gilles m'a répété qu'il vous attend chez lui. J'ai visité la chambre qu'il vous a préparée. Vos petits-enfants sont impatients de vous voir arriver. Tenez, votre belle-fille m'a répété qu'elle ne comprend pas pourquoi vous refusez de venir vivre chez eux. Pourtant, elle le sait bien pourquoi je ne veux pas vivre avec eux. Ah bon, et pourquoi, s'il te plaît, maman? Pourquoi Annette le sait-elle bien mieux que moi? J'ai besoin d'une explication. L'explication, Justine Ménard la donne une fois rentrée chez elle devant un banc café. La dernière fois que vous êtes venu, Annette m'a dit en regardant Galopin quel horrible corneau, et il met des poils partout. Quand vous viendrez vivre à la maison, il faudra vous en débarrasser, je ne tiens pas à passer mon temps à nettoyer la moquette. Voilà pourquoi je veux rester seul ici. Je ne veux pas qu'on me sépare de Galopin. Ça fait 13 ans qu'il vit avec moi et personne ne me l'enlèvera. Quelques jours plus tard, enfin rassurée, Justine Ménard s'installait dans sa jolie chambre fleurie chez Gilles et Annette avec Galopin. Tout le monde lui a promis que jamais on ne la séparerait de son corneau adoré. « Ne t'en fais pas, » souffle Gilles à sa femme. « Galopin a 13 ans. Un peu de patience. Le prochain aura le poil court. »